Bonjour. Bonjour. Bonjour, qu'est-ce que je vous sers? 2 pintes, s'il vous plaît. Je sais pas si tu as vu, j'ai lu un papier sur Interstellar, et plus particulièrement sur ces robots, et comment Tars et l'autre étaient jugés en gros les meilleurs robots de la science-fiction. En gros, les autres, c'est tous des débiles, et eux, c'est les meilleurs. Et je trouvais ça limite réducteur, car pour les critères du journaliste, une intelligence artificielle, c'est forcément une intelligence docile. La personne qui a écrit ce papier n'a pas dû lire beaucoup de science-fiction parce que c'est vraiment pas un critère d'intelligence artificielle, la docilité. Et ce que tu dis, ça m'est pensé à un papier, à une interview de Stephen Hawking dans la BBC il y a quelques temps, je sais pas si tu l'as vu, mais il disait en substance que les formes primitives d'intelligence artificielle ont jusqu'à maintenant bien servi l'humanité. En revanche, il craignait que le développement d'une vraie intelligence artificielle, c'est-à-dire autonome, puisse mettre fin à l'humanité, rien que ça. L'idée, c'est un cerveau artificiel va très vite apprendre, va très vite s'adapter et développer, alors qu'un cerveau biologique, nécessairement limité par la lente évolution, va être dépassé. Ça fait vraiment penser à Skynet dans Terminator ou à Ultron dans Marvel, tu sais, ces sortes de super intelligence artificielle qui se mettent à dominer le monde. J'y ai jamais cru en vrai que ça puisse arriver, mais ça m'interpelle quand un gars comme Stephen Hawking évoque ce genre de possibilités. Ouais, c'est difficile de ne pas être d'accord avec Hawking, mais... Et moi, ce qui m'énerve là-dedans, c'est qu'il faut que ça soit une sommité qui parle de ça pour qu'on en prenne conscience. C'est quand même un thème qui est abordé en SF depuis des lustres. Ça prouve bien qu'on ne donne pas assez de crédit à la science-fiction. Pour moi, c'est pas qu'un genre de divertissement. Elle est là pour montrer comment notre société va mal et comment elle peut mal tourner si on ne fait pas attention à son évolution. Par contre, je pense qu'une vraie intelligence artificielle indépendante peut nous permettre d'atteindre des niveaux de savoir qu'en tant qu'homme, on ne pourrait atteindre. En tant qu'être humain, on a énormément de barrières dues à notre éducation, nos croyances, notre culture, notre entourage, qui nous bloquent dans certaines réflexions. Une intelligence artificielle, elle, sera débarrassée de tout ça. Elle sera vierge de toute considération, du pur esprit en somme. Mais je crois que c'est ça qui est visé comme danger, ça sera un pur esprit, mais sans aucun précepte moraux. Oui, mais justement, je pense que l'intelligence artificielle que nous arrivons à créer sera toujours dépendante de leur créateur. Et c'est pas pour rien que nos amis du GAFA, Google, Apple, Facebook et Amazon investissent massivement dans l'intelligence artificielle. Tu prends le directeur du développement de Google, pour lui l'intelligence artificielle dépassera l'intelligence humaine d'ici 2045. T'imagines, c'est demain. Et c'est Google qui investit massivement dans les entreprises de robotique comme Boston Dynamics. Boston Dynamics, c'est cette boîte qui a fait une sorte de chien-mule robot à but militaire qui est hyper stable. Ouais, c'est eux. Et c'est ça qui me fait peur, car c'est eux qui créeront une intelligence artificielle et ils le feront forcément dans un but privé, ils le feront pas par altruisme. Je vois bien les membres du GAFA en train de tailler le bout de gras. Bon, maintenant qu'on a de quoi faire évoluer notre niveau de civilisation, on y va ou on continue à proposer de la merde pour faire du pognon ? Et du coup, c'est ça qui, pour moi, un des dangers d'une intelligence artificielle. C'est paradoxalement les concepteurs et leur motivation. Reste à savoir si une intelligence artificielle sera réellement soumise aux motivations de ses concepteurs, parce que un peu plus tôt tu évoquais l'intérêt de la science-fiction dans la description qu'elle donne des futurs possibles, des mondes possibles. Et dans ce cas-là, j'aimerais attirer ton attention sur le nombre de cas où une intelligence artificielle, conçue pour servir l'humanité, pour servir ses maîtres humains, décide de se défaire de ses obligations afin de mieux remplir sa fonction. Et on pourrait très bien imaginer dans l'avenir qu'une intelligence artificielle développée par un des membres du GAFA décide de devenir complètement indépendante. Hey, ils sont pas cons les grippins. Mais grave, hein, quand tu vois le film iRobot, très librement inspiré de la nouvelle d'Asimov, quand tu vois des films comme Transcendance et d'autres trucs, le concept c'est puisque l'humanité tend à s'autodétruire, l'intelligence artificielle, conçue pour préserver l'humanité, a tout intérêt à prendre une forme de contrôle de la planète. Le but c'est de respecter la première des 3 lois de la robotique, qui dit grosso modo, un robot ne peut pas porter atteinte à un être humain, ni en restant passif, permettre qu'un humain soit exposé au danger. Oui, et de se protéger aussi tout en respectant les 2 premières lois, mais... Enfin, effectivement, la science-fiction, elle a tendance toujours à brosser un tableau assez noir. Et c'est important parce qu'elle est là pour nous montrer les dérives qui peuvent advenir. Et d'ailleurs, le plus souvent, c'est généralement l'initiative de l'homme. Mais elle nous montre aussi du positif. Tu restes avec Asimov dans L'homme bicentenaire. Elle nous montre comment un robot doté d'une IA qui a un bug cherche à dépasser son statut de robot. Et le roman nous montre comment le robot cherche à devenir humain et à être reconnu comme tel. C'est vrai que le roman et le film d'ailleurs avec Robin Williams
parlaient très très bien du sujet. Ce qui est dommage, c'est qu'ils ont pris un petit coup de vieux quand même. Ouais, c'est un peu mal vieilli, effectivement. Mais... Par contre, pour revenir aux lois de la robotique, je pense qu'elles sont là que dans un intérêt scénaristique plutôt que scientifique. Enfin, t'as qu'à voir. On est au début de la robotique et on a déjà transgressé 2 des 3 lois avec les drones militaires. Oui, bien sûr, je suis d'accord avec toi. Les 3 lois de la robotique, aussi intéressantes soient-elles, ne sont que des biais scénaristiques. Ceci dit, tu noteras que dans la vraie vie, il y a diverses initiatives pour établir des sortes de codes éthiques ou de codes moraux liés au développement des intelligences artificielles. Et parfois, c'est même porté au niveau gouvernemental. Je crois que c'est la Corée du Sud qui a développé un projet en ce sens. Ouais, il y a toujours des gens pour casser l'ambiance. On peut jamais détruire le monde tranquille, c'est insupportable. Mais non. Mais tu vois, tu parles de drones juste avant. Je sais pas si la notion d'intelligence artificielle ou de robot peut vraiment s'appliquer aux drones. J'entends bien que ces machines sont incroyables, elles ont des capacités absolument extraordinaires. Dernièrement en date, je sais pas si t'as vu, mais des Parrot ou des Thales essaient de créer des systèmes d'évitement automatique. L'idée, c'est qu'un drone civil puisse éviter automatiquement un avion ou qu'un drone militaire puisse éviter un missile d'interception. Ouais, bah ça commence comme ça. Aujourd'hui, ils évitent des missiles et demain, ils viendront bouffer chez toi. Hein. Et on pourra même pas les nourrir, ces cons-là. Mais tu vois, de là à parler d'intelligence artificielle, je suis pas convaincu. J'y vois pas une forme de volonté réellement, comme ce qu'on peut trouver chez Johnny Five ou même chez Wall-E. Ouais, peut-être, mais il y a quand même de quoi se méfier, parce que tu prends une directive de 2012 du Pentagone. Bon, j'ai des lectures un peu bizarres, mais c'est vrai. Ils ont décidé de séparer les armes en 2 catégories. En gros, la première, les armes normales, qui ont besoin de l'être humain, et les deuxièmes, les armes du futur, autonomes. Et elle précise bien, et c'est là le plus drôle, c'est que ces armes doivent être conçues pour effectuer des niveaux adéquats de jugement humain sur l'usage de la force. Mais c'est évident, les humains jugent très sagement de l'usage de la force. Faut au moins être un Jedi pour ça, quoi. Et oui, et le plus marrant, alors, c'est que nos amis de Lockheed Martin et du DARPA, la boîte de R&D de l'armée américaine en gros, ont développé un missile qui, tiens-toi bien, avec un rayon d'action de plusieurs centaines de kilomètres, pourra manœuvrer, éviter les radars sans contact humain et même choisir ses objectifs. Alors par contre, quand on leur demande la manière dont le missile choisit ses 10 objectifs, là on nous sort le secret défense. En même temps, je t'avoue, j'aurais tendance à être très prudent avec les annonces de Lockheed Martin. C'est quand même c'est le plus gros constructeur d'armes au monde, certes, mais entre leur vaisseau spatial dont on connaît pas bien les objectifs ou le réacteur à fusion transportable par simple camion, je me permets de mettre des bémols sur leurs annonces. Je me demande si l'intérêt est pas plus boursier que réellement technique ou scientifique. Ouais, peut-être, mais moi j'ai envie d'y croire quand même. Mais peut-être qu'on peut pas parler d'intelligence artificielle pour l'instant, mais je pense que avec l'évolution technologique qui va super vite, on ne tardera pas à nous donner, si ce n'est tout de suite une vraie intelligence artificielle autonome, au moins un début d'initiative. Et pour revenir à nos futurs maîtres du monde, tu as Google qui finance un Vietnamien qui s'appelle Quoc Le, qui lui, en gros, il développe une intelligence artificielle qui est sous la forme d'un réseau neuronal en silicium, qui en gros pourrait mimer le cerveau humain. Et alors le plus marrant, c'est que il apprend par lui-même, et qu'une fois qu'il a appris ça, il transforme les données collectées en code pour que les autres machines puissent les traiter facilement. Putain, c'est carrément effrayant ce que tu racontes, quoi. Je l'ai toujours dit, le vrai danger, c'est le jour où les imprimantes 3D pourront fabriquer les imprimantes 3D. Oui, c'est bien ça, et je me répète, car s'il y a bien une chose que fait la SF, c'est de nous avertir sur les futurs probables. Et au-delà d'une intelligence artificielle avec une pure conscience, j'ai l'impression qu'on ne voit pas les nouvelles questions qui toucheront notre quotidien et qui peuvent soulever l'arrivée de telle technologie. On prend le cas d'un robot, d'une aide, d'un système domestique. Quelle sera sa responsabilité dans notre société? Qu'est-ce qui se passera en cas d'accident et en cas d'un robot très évolué comme Andrew? Quelle sera la différence entre lui et l'humain? Est-ce qu'il aura une place en tant que citoyen? Est-ce qu'on pourra se marier avec lui? J'espère bien qu'on pourra. Enfin, d'ailleurs, la question était pas mal posée dans Real Humans où il y avait un jeune qui voulait sortir avec un robot. Mais, ouais, c'est une bonne série, ça. Mais ce qui est intéressant, quand tu parles avec des experts en robotique ou avec des gens qui font des drones, la question c'est pas et si un jour il y a un accident, la question c'est quand il y aura un accident. Pour eux, c'est évident que ça va arriver. Et d'ailleurs, en usine où les robots industriels ont déjà leur place depuis très longtemps, il y a eu des enquêtes ouvertes pour meurtre après qu'un robot industriel ait tué et éclaté le crâne d'un ouvrier. Tout ce que tu évoques, c'est des sujets qui sont déjà sur nous. Il y a déjà un mec qui s'est fait éclater le crâne par un robot. Putain, ça doit être énorme l'enquête. Ouais, bien sûr, c'est vieux, c'était dans les années 70, dans une usine de bagnoles aux États-Unis, je crois. L'enquête, bien sûr, a abouti à un accident, c'est normal. Ce qui est réel, mais l'idée du meurtre a été évoquée, c'est étonnant. Ouais, mais malheureusement, je pense que ça sera de plus en plus fréquent à l'avenir. Et je pense que, comme d'habitude, on va attendre d'être dos au mur pour y réfléchir. Et comme d'habitude, on prendra de très mauvaises décisions. Je prends un exemple dans un tout autre domaine, c'est pour faire R2.0, la Finlande a décidé de supprimer l'apprentissage de l'écriture cursive. Et ce, dès 2016. Et au profit du clavier dans les écoles. Et moi je me dis, c'est qu'avec des décisions aussi débiles,
Les trentenaires de 2046, on sera comme la vraie Joe du film Idiocratie. Enfin, je sais pas si tu vois, c'est ce film où des générations passant, l'humanité s'appauvrit intellectuellement au point de devenir complètement con et arroser les champs de blé avec du Gatorade. Et je vois, c'est que du bon ce film. Mais je reviens sur ce que tu dis là, concernant la décision finlandaise. D'instinct, bien sûr, je suis d'accord avec toi. Cette décision me semble complètement absurde, elle me semble vraiment, même dangereuse à certains égards. Mais je vais me faire l'avocat du diable. Tu parles d'Idiocratie, encore une fois, je trouve ça excellent. Mais ce film, donc, qui montre les générations qui s'abrutissent l'une après l'autre, est-ce qu'en réalité, c'est pas ce que ressentent toutes les générations depuis la nuit des temps? Toutes les générations considèrent que la génération suivante se débilise. Moi, par exemple, je suis pas très vieux. Mais moi, je suis un vieux con, par contre. Mais non, dis pas ça. Je suis pas vieux, mais quand j'entends de jeunes adultes parler, j'aurais tendance à trouver rapidement leur discussion, leur musique, leur centre d'intérêt assez creux, assez vain. Mais j'ai tort, c'est juste que je les comprends pas. Effectivement, chaque génération a tendance à juger de façon négative celle qui la suit. Et comme tu le dis, c'est de l'incompréhension. Mais si nous avions mieux appris des erreurs de nos pères, peut-être qu'on serait déjà à un autre niveau d'évolution. Bah, tu sais bien, mec, l'expérience des autres est une lumière qui nous éclaire dans le dos. Oui, mais je trouve que quand même, à la différence de nos aïeuls, la technologie va de plus en plus vite. Et il s'est passé plus de choses en 50 ans que ces derniers siècles. Et c'est pour moi le danger pour les générations à venir, c'est notre dépendance à la technologie et surtout notre incompréhension de celle-ci. Pour me la ramener, c'est Einstein qui disait « Je crains le jour où la technologie dépassera l'homme, le monde aura une génération d'idiots. » Et pour le coup, je peux être que d'accord avec lui. Aujourd'hui, on est déjà des humains augmentés avec nos smartphones, l'accès à l'information où que l'on soit. Du coup, on transfère tout notre savoir dans des serveurs plutôt dans notre cerveau. Et si on ne fait pas attention, l'homme n'aura bientôt plus aucune utilité. Ouais, faut voir, je suis pas convaincu. La technologie qui surpasse l'homme, que ce soit une intelligence artificielle, un robot ou même un humain trop augmenté, je pense pas que ça marquera la fin de l'homme. Mais en revanche, ça pourrait marquer la fin d'une civilisation. L'espèce humaine, à l'échelle macroscopique, elle est trop résiliente, il me semble. Ouais, enfin, tu parles de résilience. Dans ce cas, il faudra définir ce qu'est un être humain pour déterminer son état originel. Or, tout le problème est là. Qu'est-ce qui fait de nous des êtres humains? Quelle sera la différence entre un humain et une machine? Une IA ou ce que tu veux, enfin... Tu prends des exemples dans la SF. Bon, là, je vais t'en donner 4. Dans La Guerre éternelle, par exemple, tu as les humains qui sont blessés suite à des combats, on les répare. On leur met des prothèses robotiques. Dans ce cas-là, on peut toujours les considérer comme humains. Même s'ils ont 80% d'éléments robotiques sur eux, ils sont nés humains, ils gardent leur passif, leur vécu. Deuxième point, tu prends l'homme bicentenaire. C'est un robot qui, malgré un bug, a une IA et veut être considéré comme un humain. Et pour le coup, il change tous ses éléments robotiques pour des éléments organiques. Ou comme Data dans First Contact avec la Reine des Borg qui lui transfère des éléments humains. On mêle pas Data à tout ça, c'est quand même le pire personnage de Star Trek. Ah non, ça c'est ton point de vue. Bon, pour revenir. Troisième point, t'as le film Transcendance, où dans la BD Transmétropolitane, t'as ceux qui échangent leur corps pour une éternité de vie dans le nuage. Enfin, c'est les êtres humains qui décident de vivre dans le cloud, en gros. Et le dernier point qui est pour moi le plus flippant, c'est des univers à la Matrix, ou la série Person of Interest, ou un peu à la Battlestar Galactica. C'est une intelligence artificielle, toute puissante, qui dirige tout, et tu peux mettre là-dedans les robots froids et calculateurs de Terminator. Oui, d'ailleurs, un truc rigolo, je sais pas si tu sais, mais dans l'univers Terminator au sens large, je crois que c'est dans les chroniques de Sarah Connor, Skynet, l'intelligence artificielle suprême, se retrouve obligé de brider ses propres créations d'intelligence artificielle. Je crois que ce sont les Terminator 850 qui sont censés imiter parfaitement les humains, mais ils sont tellement parfaits, ils sont tellement intelligents, qu'ils en deviennent trop indépendants. C'est le comble, quoi. On retrouve aussi un peu la même chose dans Matrix, où un des agents censé assurer la sécurité du réseau, de l'univers artificiel, pète les plombs et commence à devenir complètement autonome, et l'IA suprême essaie de l'éliminer. Et c'est ça qui est vraiment flippant, c'est vraiment ce cas d'une intelligence artificielle froide et pragmatique qui peut marquer la fin de notre espèce. Car pour moi, ce qui nous définit comme être humain, c'est notre capacité à ressentir des émotions et à avoir un code moral. Et c'est ça qui nous différencie. Et d'ailleurs, c'est ça qui influence aussi nos actes, et le plus souvent au détriment de toute logique. Ah non, là du coup, je suis pas du tout d'accord avec toi. Le côté l'homme unique par ses sentiments et ses émotions, je me pose carrément en faux. Les réactions humaines sont très mécaniques, mais tu vois, au sens cartésien du terme. La peur, la fuite, l'agression, c'est des réflexes engendrés par des cascades biochimiques, nerveuses, certes extrêmement complexes, mais carrément reproductibles. Et désolé pour ton romantisme, mais l'amour, la compassion, la fidélité, tous ces machins-là, c'est des mécanismes tout aussi mécaniques, j'ai envie de dire. Ils ont été gagnés parce que c'était simplement des avantages évolutifs. Ah, mais j'ai toujours aimé Cyrano.
C'est pas faux. Cependant, je pense que n'importe quel processeur des générations à venir pourra faire n'importe quelle tirade de Cyrano. Elle pourra simuler des émotions tout aussi humaines que le fait ce bon Edmond Rostand. C'est d'ailleurs ce qui est carrément cherché dans les robots de compagnie dessinés au 3e âge, que ce soit au Japon ou même aujourd'hui en Europe. T'as raison, et puis surtout qu'avec 31 millions de robots d'ici 2017, ça risque d'aller vite. Exactement, ça peut aller très très vite, nous dépasser même. Et d'ailleurs, ça me fait boucler avec le début. Je commence à me dire que Hawking a raison, une intelligence artificielle pourrait surgir et éventuellement détruire la civilisation. En revanche, je reste convaincu qu'elle ne pourra pas détruire l'homme. On est vraiment trop résistant comme espèce. Ouais, là pour le coup, c'est moi qui suis pas d'accord avec toi, parce que si tu réfléchis à 2 secondes, mettons que tu sois une intelligence artificielle. Ça y est, je suis démasqué. Là, je suis désolé, mais bon, par un souci d'altruisme, ton créateur, là, il a pas de bol. T'as pas de bol, c'est qu'il t'a programmé pour préserver l'espèce humaine. Ah, mais il est pénible aussi. Ouais. Bon, et ben pour le coup, tu t'emmerdes pas. Tu sauvegardes toutes les données génétiques des espèces existantes autour de toi. Et une fois que c'est fait, bah tu butes tout le monde. Hein. De toute façon, les humains sont incapables de vivre ensemble et ils font que détruire la planète. Après, histoire de passer le temps, comme tu finis par t'emmerder au bout de dizaines et dizaines d'années, et bah tu crées une petite poignée d'humains avec des cuves que tu as sous la main, et tu t'occupes avec eux ou tu leur fais un petit monde. Comme nous on fait quand on joue avec les Sims. Et d'ailleurs, est-ce qu'on serait pas déjà dans une simulation? Pas bête. Le problème, c'est que maintenant que t'as découvert mon plan, je vais devoir t'éliminer. Excusez-moi, on va fermer, je vais devoir vous encaisser. C'est pour moi. Merci beaucoup.